Bonjour, je suis Yolande Cellier, juriste spécialiste de droit de la formation. Je vais donc ouvrir aujourd'hui avec la FCU un cycle de 7 conférences sur la réforme de la formation professionnelle. Ce cycle de 7 conférences va porter plus précisément sur le projet de loi adopté au Conseil des ministres le 27 avril 2018 qui s'appelle « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Ces 7 conférences vont porter sur les points que je vais vous énumérer, le cadre général de la réforme, ce qui change pour les organismes de formation, ce qui change en matière de certification, ce qui change dans les dispositifs de formation, ce qui change dans le financement de la formation, ce qui change en matière de circuit financier, et on terminera par les dates d'entrée en application. La présentation que vous avez aujourd'hui, elle est accompagnée d'un diaporama très complet qui vous sera mis à disposition par la FCU, donc pour vous constituer une sorte de petite bibliothèque avec 7 livrets. Donc ce que je vous expose cet après-midi, vous aurez un diaporama plus complet qui vous donnera tous les détails de ce qu'on va évoquer, donc le cadre général de la réforme. Le cadre général de la réforme, on va l'aborder sur 2 volets, le plan général, et puis la problématique que pose cette réforme-là. Alors, au plan général, on va regarder d'abord comment ça se place sur le plan historique. La réforme donc, de 2018 s'inscrit dans un contexte historique important. C'est la 4e réforme depuis 2003. Et en fait, c'est la 3e réforme depuis 2014. Donc on voit que le temps s'accélère, qu'en l'espace de 4 ans, nous avons déjà eu 3 réformes. La question qu'on peut se poser, est-ce que cette accélération du temps respecte une logique, une certaine cohérence dans les thèmes qui sont traités à chaque fois? Ça, nous ne pourrons le constater qu'à la fin du diaporama. Qu'est-ce qu'on peut regarder aussi au plan général? Cette réforme ne présente pas trop d'originalité finalement, parce que comme les réformes précédentes, elle est toujours arrimée à un autre sujet. Là, en l'occurrence, le sujet auquel elle est arrimée, c'est l'assurance chômage. En 2014, la réforme était arrimée à la question de la démocratie sociale et à l'emploi. En 2004, la réforme est associée au dialogue social. Il n'y a qu'en 2009 où la réforme était un objet en soi, la formation était l'objet principal de la réforme. Deuxième point à regarder, c'est qu'au plan général aussi, cette réforme se présente avec une combinaison, une méthode un peu particulière. Est-ce qu'elle est très originale? On va regarder ça ensemble. Elle mélange concertation multipartite, qui ne vaut essentiellement que pour l'apprentissage. Il n'y a pas une concertation multipartite sur la formation. L'État a appliqué le dispositif légal qui consiste à demander aux partenaires sociaux est-ce qu'ils veulent ouvrir une négociation. Et puis en fait, ça se termine par l'État poursuit ses objectifs et donc en fait fait sa propre logique. Est-ce que c'est très très différent des réformes précédentes? Oui. En 2009, le pouvoir avait mis en place d'abord des rapports, lancé des réformes et après enclenché sa réforme. En 2014, nous avions eu des grandes concertations, des tables rondes et en fait un projet de loi qui a suivi sa propre logique. Autre point qu'il faut constater, est-ce que cette réforme a une propre logique? En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, son objet est arrimé à celle de l'assurance chômage. Donc elle a des objectifs qui lui sont propres, mais des objectifs qui sont ceux de la réforme de l'assurance chômage. Donc on a quelque chose d'assez hybride. La problématique de la réforme, on va l'aborder sur plusieurs volets pour vous amener à réfléchir. Est-ce qu'elle est très originale? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que vraiment elle se caractérise par quelque chose qui lui est propre? C'est un curieux mélange. Elle garde des principes de la réforme précédente, notamment le principe de la formation professionnelle tout au long de la vie, qui a été énoncé en 2004. Elle ne le change pas du tout. Elle garde toujours les dispositifs du compte personnel de formation, du conseil en évolution professionnelle, qui ont été mis en place en 2014. Elle les renforce, elle les développe. Et là où c'est un peu curieux, elle les développe non pas pour les personnes, elle les développe pour les salariés. On aurait pu penser qu'elle allait plutôt renforcer les droits des personnes. En fait, elle fait basculer ces 2 dispositifs sur les salariés. Et le point le plus surprenant de la réforme, c'est qu'elle met au cœur du dispositif l'État
alors que depuis 2014, la structure qui était pivot du système de la formation professionnelle, c'était les régions. On se retrouve donc en fait avec un mélange des principes de la loi de 71, qui était l'État au cœur du système, et puis des points importants de la réforme de 2014, où c'est la formation professionnelle de la vie qui doit conduire le dispositif de formation, et deux dispositifs de formation, le compte personnel de formation et le conseil en évolution professionnelle. Donc on trouve un mélange de concepts de 2014 avec des principes de 1971. Autre point qu'on peut aborder sur la problématique, est-ce que cette réforme change un peu les données par rapport aux réformes précédentes? Pas du tout, finalement, puisqu'elle aborde la question de formation de façon très partielle, dans la mesure où elle écarte complètement la réflexion sur l'enseignement technologique. Ce en quoi elle se rapporte complètement à ce qui se passe depuis 2014. La formation n'est vue que sous l'angle de l'emploi et jamais sous l'angle de l'éducation. C'est très surprenant, puisque parler de l'apprentissage, or l'apprentissage est au cœur de cette réforme, c'est parler avant tout de l'enseignement technologique et de l'éducation. Donc ce pan est complètement abandonné, ou du moins plus qu'abandonné, je dirais évité. Enfin, dernier point sur la problématique, est-ce que cette réforme met à mal, comment se place-t-elle par rapport à la volonté des partenaires sociaux qui avait été énoncée le 22 février 2018. Pour les partenaires sociaux, il y avait 5 points clés dans l'accord national interprofessionnel du 22 février 2018. Il y avait comme mots-clés les branches professionnelles, c'était l'idée de donner aux branches professionnelles la place qu'elles méritent, au détriment des régions et peut-être de l'État. C'était placer le COPANEF, le Comité paritaire national sur l'emploi et la formation professionnelle, comme lieu pivot de la gestion de la politique de formation. C'était redonner du pouvoir aux commissions paritaires de l'emploi au niveau des branches. Et le mot-clé qu'on retrouvait dans l'accord national interprofessionnel, c'était le mot compétence. Quand on regarde le projet de loi du 27 avril 2018, on retrouve d'autres mots-clés, et ce qui vous laissera le soin d'apprécier est-ce que c'est différent ou pas différent. Premier mot-clé, État. Deuxième mot-clé, France compétences. Troisième mot-clé, Caisse des dépôts et consignations. Et dernier mot-clé, certification. Ce qui vous permet de voir est-ce que vraiment l'accord, projet de loi, se répond ou ne se répond pas. C'est à vous de vous faire votre jugement. Si on en termine la présentation très générale de la réforme, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, on pourrait dire que c'est une réforme donc, qui est un mélange de plusieurs choses et on ne sait pas très bien comment ça s'arbitrer. Notre prochain rendez-vous, ça sera donc lieu la prochaine fois, donc sur les questions de ce qui change en matière d'organismes de formation. Et donc, ça sera la conférence numéro 2. Au revoir.